merci pour cette présentation. Merci à toutes et tous d'avoir, je crois, bravé la neige. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je suis très heureux d'être là. D'abord parce que c'est la première fois de ma vie que je viens en Haute-Alsace, donc je vais découvrir la région. Je suis très heureux d'être là aussi parce que j'ai été invité par Teva Meyer, qui est un ancien, enfin qui est un collègue, qui est un ami, qui a été aussi mon ancien étudiant, un de mes premiers étudiants, juste quand je commençais ma thèse, c'était un paquet d'années ça. Bref, voilà, donc je suis vraiment très heureux d'être là et d'avoir répondu présent à l'appel qui m'a été lancé par Teva. Donc, alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Par contre, est-ce qu'il y aurait un micro mobile? Parce que je préfère mettre plusieurs jours dessus. Voilà, je vais éteindre celui-là pour pas qu'il y ait d'effet Larsen. Voilà, ok, très bien. Donc, la crise ukrainienne. Alors, je réfléchissais tout à l'heure un petit peu au titre qui a été donné à cette conférence, et bien évidemment, je vais vous parler on va dire, d'un contexte qui est quand même beaucoup plus large que celui de la simple crise ukrainienne de 2014, puisque la crise est le résultat, ou je dirais l'épiphénomène, qui résulte d'une situation géopolitique qui remonte parfois très très loin dans l'histoire. Et la crise est ce moment où justement la situation qui était tendue et l'accumulation des rivalités, des frustrations, des haines, etc., remontent à la surface et se matérialisent par un événement particulièrement violent qui a été celui de la révolution de Maïdan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, mais ça s'est quand même fini à balles réelles dans les rues de Kiev. Ça a commencé par des manifestations pacifiques, ça s'est fini à balles réelles avec des dizaines de morts, la fuite effectivement du président Yanukovych, et depuis une guerre une guerre civile, mais qui est une guerre interétatique larvée dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine, avec deux entités séparatistes que sont la DNR et la LNR. Donc la DNR, c'est la République populaire de Donetsk, et la LNR, c'est la République populaire de Lugansk, qui sont deux entités séparatistes autoproclamées qui, donc, de fait, proclamaient leur indépendance au lendemain de la crise, de la révolution de Maïdan, et bien évidemment avec un soutien russe, les Russes ont beaucoup nié d'ailleurs, mais bon, on a fini par comprendre qu'ils étaient effectivement en soutien, grâce d'ailleurs au cyberespace. On en parlera, aux investigations de Bellingcat notamment, l'investigation de ce qu'on appelle l'OSINT, le renseignement en source ouverte. Je vous en parlerai un petit peu durant cette conférence. Et autre conséquence, bien évidemment, de cette crise, c'est l'annexion, le rattachement, les mots ont un sens, l'annexion ou le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Alors, annexion, si vous vous placez du point de vue ukrainien, bien évidemment, c'est une invasion suivie d'une annexion manu militari. Pour la Russie, c'est un rattachement. Les Russes parlent même de retour dans la patrie, parce que il faut savoir que la Crimée, jusqu'en 1954, faisait partie de ce qu'on appelait la RSFSR, la République, je ne sais jamais, RSFSR, République socialiste fédérative de Russie, qui était la Russie à l'intérieur de l'Union soviétique. L'Union soviétique était un assemblage de plusieurs républiques, et une de ces républiques, c'était la Fédération de Russie, qui existait donc à l'intérieur de l'Union soviétique. En 1954, après la mort de Staline, il y a des batailles extrêmement importantes au sommet de l'État soviétique pour assurer la succession du guide, du coryphée des sciences, comme on l'appelait. Nikita Khrouchtchev, qui n'a pas encore affermi tout à fait sa position à l'époque, c'est pas très clair que c'est lui qui dirige véritablement l'Union soviétique. Il y a à l'époque un triumvirat composé donc de trois personnes. Khrouchtchev cherche le soutien des communistes ukrainiens, cherche le soutien de la RSS d'Ukraine, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, et offre donc la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. À l'époque, bien évidemment, ce transfert territorial est en fait un transfert administratif qui n'a pas vraiment de conséquences, puisque l'Ukraine fait partie de l'URSS. C'est comme si, je ne sais pas, on transférait la Corse à la région PACA, par exemple. Ça ne change rien en soi.
à l'intérieur, sachant ce changement de compétences administratives, certains seraient très mécontents sans doute, mais pas de quoi provoquer une invasion, puisque ça reste à l'intérieur même de l'État français. Je vais juste mettre un petit chronomètre parce que j'ai peur de parler beaucoup trop longtemps, excusez-moi. J'ai 1 heure à peu près, enfin là, 5 minutes maintenant. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Donc ça, c'est pour les conséquences factuelles de la crise. Maintenant, essayons de nous intéresser, avant de parler de cyberespace, il faut bien comprendre le contexte géopolitique dans lequel on se situe. Et après, on parlera de cyberespace. Ce contexte géopolitique, c'est celui de l'espace russophone. L'espace russophone comme théâtre de la crise ukrainienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace russophone? Vous me direz, très basiquement, l'espace russophone, c'est ce morceau de surface terrestre sur lequel vivent des gens qui parlent le russe. C'est-à-dire la Russie elle-même, mais également un certain nombre d'anciennes républiques socialistes ou d'anciennes républiques soviétiques qui ont pris leur indépendance après l'éclatement du RSS en 1991, où le russe est resté la langue véhiculaire, c'est-à-dire la langue qu'on parle pour se comprendre les uns les autres. C'est exactement comme le français dans certains pays africains, notamment par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où il y a plusieurs langues nationales qui existent, par exemple le Wolof au Sénégal, mais tous les Sénégalais ne parlant pas Wolof, par exemple, eh bien, le français reste la langue de communication dans un pays qui a été façonné par la puissance coloniale. D'accord ? Les frontières de la plupart des pays africains ne regroupent pas des frontières ethniques, ce sont des frontières qui sont imposées par le colonisateur. C'est exactement la même chose dans l'espace post-soviétique. Les frontières ont été pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup, créées par la puissance soviétique, mais également par l'Empire russe, puisque la Russie, avant d'être URSS, était un empire tsariste, enfin, avec un tsar, donc un empereur de toutes les Russies, qu'on l'appelait, donc à la tête de cette gigantesque entité, et bien évidemment, sur cette vaste surface terrestre, la langue véhiculaire de l'Empire, et ensuite de l'URSS, sauf à une petite période dans les années 20, la langue est restée, bien évidemment, le russe. Alors, aujourd'hui, la situation, on pourrait la décrire de 2 manières. D'abord, on pourrait qualifier cet espace russophone de post-empire, c'est-à-dire un empire qui n'est plus. Ce que j'appelle empire ici, c'est une entité étatique qui regroupe en son sein plusieurs nationalités qui acceptent, de gré ou de force, de reconnaître la légitimité d'une administration impériale. D'accord ? C'est le contraire du modèle français, ou du modèle de l'État-nation occidental, où la nation, quelle que soit la définition que vous donniez à ce concept, qui est un concept extrêmement mouvant, la nation regroupe généralement les frontières de l'État. Quand on passe une frontière en Europe occidentale, la langue n'est plus la même, les pratiques ne sont plus les mêmes, etc., etc. Il y a un certain nombre de biais culturels, d'accord, tandis que dans l'ex-URSS, et même en Russie aujourd'hui, on a des centaines d'ethnies différentes, des centaines de nationalités, nationalность en russe, qui partagent le même territoire et qui partagent la reconnaissance d'une même légitimité étatique. La Fédération de Russie, par exemple, aujourd'hui, dans son article 3, se définit comme un État pluriethnique et plurireligieux. Il y a plus d'une centaine d'ethnies en Russie aujourd'hui. Les Russes ethniques sont une majorité, bien évidemment, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a des Tchétchènes, il y a des Tatars, il y a des Tchouvachs, il y a des Yakoutes, il y a des Kabards, il y a des Balkars, il y a des Dagestanais. Enfin, il y a énormément de nationalités en Russie aujourd'hui qui ont toutes un passeport russe et qui parlent le russe, mais qui parlent également leur langue nationale, avec leur histoire, leurs coutumes, leurs pratiques, etc., etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui en Russie, il y a une nationalité assez intéressante, qui est celle des Juifs. Le Juif, aujourd'hui, est une nationalité en Russie, pour des raisons historiques. Donc quand vous appartenez à la nation juive, il est marqué Juif sur votre passeport. Pour nous, ça sonne de manière extrêmement étrange, eu égard à notre histoire, mais nous sommes dans un autre espace, avec vraiment d'autres références culturelles, et ça c'est vraiment important à comprendre. Et d'ailleurs, la langue russe
fait un distinguo que nous ne faisons pas en français entre le fait d'être russe ethnique et le fait d'être de citoyenneté russe. En russe, un russe ethnique, c'est ruski. Il y a ruski, ça veut dire je suis russe, russe ethnique. Il y a Rossian, qui est un néologisme qui pourrait se traduire en français par russien. Ça veut dire être de nationalité, de citoyenneté, russe. Vous voyez la différence? Vous avez un passeport russe, vous avez les droits du citoyen russe, etc., mais vous n'êtes pas russe ethnique. Vous êtes tatar, tchétchène, juif, etc., etc. Ce principe était celui de l'Empire. Ce principe, qui a été partagé donc par de très nombreux peuples pendant plusieurs siècles, sur un espace qui s'étend sur à peu près 1/5 des termes émergés. Donc ce post-empire, cet empire qui n'est plus, où les peuples, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Géorgiens, que ce soit les Kirghizes, que ce soit les Estoniens, etc., etc. Dans chacun de ces pays-là, il y a des gens qui parlent le russe et qui partagent une mémoire, un vécu et une langue commune. Cette mémoire, elle s'articule autour de certains sujets extrêmement importants, certains symboles qui matérialisent cette identité post-impériale. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui, même en Estonie, en Ukraine ou quoi que ce soit, qui ne se définissent ni comme ukrainiens, ni comme russes ethniques, ni comme quoi que ce soit, mais qui se définissent souvent comme soviétiques. Ça existe encore, et c'est pas que des gens qui ont connu l'époque soviétique. Des jeunes de votre âge peuvent se définir comme appartenant à cette espèce de communauté imaginée, d'accord, qui reconnaît comme quelque chose de fondamental dans son identité, par exemple, le souvenir de ce que les Russes appellent, enfin ce que les soviétiques et les Russes, les Russiens, appellent la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. La Grande Guerre patriotique, 22 millions de morts, qui a été bien évidemment une tragédie humaine, je ne vous fais pas un dessin bien évidemment, et qui est aujourd'hui un sujet extrêmement important dans l'espace post-soviétique. Extrêmement important. Pourquoi? Et vous allez voir qu'on va venir progressivement au cyber. Pourquoi c'est un sujet extrêmement important? Parce que par exemple, si vous prenez un pays comme l'Estonie, ancienne république soviétique, la doctrine officielle estonienne aujourd'hui, et ce qui est enseigné dans les écoles estoniennes, consiste à présenter l'armée rouge comme une armée d'occupation. Pourquoi? Pourquoi? Alors déjà parce que l'Estonie a pris son indépendance de l'Empire russe après la Révolution d'octobre, pendant la guerre civile, avant d'être envahie par Staline, donc en 1939-1940. En 1941, opération Barbarossa est déclenchée, les Allemands attaquent l'Union soviétique, très rapidement les Allemands entrent en Estonie, occupent l'Estonie pendant quelques années, puis les Allemands refluent et les Soviétiques reviennent. Mais entre le moment où les Allemands partent d'Estonie et le moment où les Soviétiques arrivent, il se passe une semaine à peu près. Pendant cette semaine, un gouvernement estonien est proclamé à Tallinn, qui est bien évidemment obligé de fuir à Londres au moment où les troupes soviétiques arrivent, puisqu'ils n'ont pas d'armée, ils ne sont absolument pas de taille à résister à l'armée rouge. Et donc, de fait, toute la période qui va, en gros, de 1940 à 1991, est considérée par l'Estonie comme une période d'occupation. D'accord? Et non pas, d'ailleurs, si vous dites à un des Estoniens estonophones, pour le coup, pas russophones, hein, mais estonophones, vraiment, vous leur dites que leur pays est un pays post-soviétique, ils vont le prendre très très mal. Parce que pour eux, ils ont subi ça, surtout que quand les Soviétiques arrivent en Estonie, ils déportent quand même une partie non négligeable de la population en Sibérie, et que c'est une expérience qui a été extrêmement marquante pour les Estoniens. Voilà. Donc il y a tout un tas de tensions qui existent, de tensions identitaires. Moi, quand je veux mettre un peu d'ambiance dans mes cours, où j'ai des étudiants qui viennent des pays d'ex-URSS, généralement, pour mettre une bonne ambiance, on lance le débat, l'armée rouge, armée de libération ou armée d'occupation. Alors là, je peux vous dire que ça peut vite virer à la foire d'empoigne, entre les Ukrainiens qui vont considérer que l'armée rouge a été effectivement une armée d'occupation, d'autres qui vont dire mais non, c'est pas une armée d'occupation, ils ont libéré l'Europe du nazisme, etc., etc., etc. C'est un débat sans fin, d'accord? Vous pouvez avoir vos opinions, c'est un débat absolument sans fin, qui est aujourd'hui instrumentalisé. Et d'ailleurs, la toute première cyberattaque à portée politique qui a eu lieu en 2007 contre l'Estonie avait pour origine le déplacement du mémorial de l'armée rouge du centre-ville de Tallinn, donc la capitale estonienne, vers sa banlieue.
ce qui avait été très mal pris par les Russes. Il y a eu toute une campagne médiatique. Moi j'habitais à Moscou à l'époque, je travaillais à l'ambassade de France, et on avait ordre de ne pas sortir de l'ambassade de France par la porte principale, parce qu'il y avait des naches, c'est-à-dire c'était les jeunesses du parti russe uni de Vladimir Poutine, qui étaient dans la rue, qui bloquaient l'ambassade en criant fasciste, etc. Bon, parce que français, parce que occidentaux, etc., parce que membres venaient juste en plus de réintégrer l'OTAN, enfin bon, bref. Mais ça a été vraiment une histoire très très importante, ça, cette histoire de déplacement de la statue soldat de l'armée rouge à Tallinn, puisque ça a donné lieu à donc la toute première cyberattaque sur les infrastructures estoniennes. Ça a mis complètement par terre toute l'infrastructure gouvernementale estonienne pendant à peu près 24 heures, avec une opération qu'on appelle de déni de service, DDoS, je vais en parler. Ce qui est d'autant plus grave, ce qui était d'autant plus grave pour l'Estonie, que l'Estonie avait compté dès les années 90 sur le développement technologique pour se différencier vraiment de la Russie. Voilà. En Estonie, aujourd'hui, tout est connecté, enfin, c'est même assez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est même assez flippant comme pays parfois, mais à l'époque, cette cyberattaque avait eu des conséquences absolument dramatiques. Voilà. Donc ce post-empire, d'une certaine manière, est aussi un néo-empire. C'est-à-dire que la Russie contemporaine va jouer sur ce passé, va jouer sur ce souvenir, justement, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, de la conquête spatiale, des aventures technologiques de l'Union soviétique. On est les premiers à aller dans l'espace, on est les premiers à avoir fait ci, on est les premiers à avoir fait ça, etc., etc. Cette mémoire, aujourd'hui, elle est mobilisée par le gouvernement russe, elle est mobilisée par la diplomatie russe, pour avoir une influence sur tout ce que les Russes appellent l'étranger proche, c'est-à-dire toutes les républiques indépendantes qui formaient l'Union soviétique à l'époque. Ce qui donne lieu, en fait, à des syncrétismes assez étonnants. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit ruban que vous voyez ici, qu'on appelle un ruban de Saint-Georges. C'est une décoration de l'époque impériale, qui était portée par les militaires tsaristes. Et ça, ce ruban de Saint-Georges, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous, un jour vous allez en Ukraine, ou au Kazakhstan, en Estonie, ou quoi que ce soit, vous verrez des gens, souvent des gens de votre âge d'ailleurs, porter ça sur leur sac à dos, ou quelque chose, enfin bon, bref, avoir ça accroché quelque part. Et c'est un symbole de la communauté impériale, de cette espèce de communauté impériale imaginée, de se dire on est tous frères, parce qu'on parle tous le russe, on partage tous la même histoire, et ce syncrétisme il est intéressant puisque vous avez donc un symbole tsariste religieux, ruban de Saint-Georges, et un marteau et une faucille qui rappellent le souvenir donc de la Grande Guerre patriotique. Donc vous voyez, on est dans des histoires extrêmement complexe, bien évidemment, et là j'en viens un petit peu plus à l'Ukraine maintenant, puisque la révolution de Maïdan a été vécue par les Russes comme un véritable drame. Alors après ils ont surjoué aussi, les Russes, enfin, la diplomatie russe a pas mal surjoué, dans la mesure où l'Ukraine fait partie de la Russie, enfin de l'Empire russe depuis au moins 1654, que si on remonte même bien avant à ce qu'on appelle la Russe de Kiev, c'est-à-dire la toute première Russie qui a existé aux alentours de l'an 1000, cette Russie-là, ces premiers États slaves russes existaient dans le sud donc, de la plaine orientale, c'est-à-dire vers Kiev, mais pas vers Moscou. Moscou a été créé bien plus tard, d'accord ? Donc la toute première Russie, la Russie primordiale, si j'ose dire, c'était Kiev, c'était tout ce réseau de fleuves qui permettait en fait de commercer entre la mer Noire et la mer Baltique, puisque les tout premiers États russes ont été en fait fondés par ce que les Russes appellent les Varegs, c'est-à-dire les Vikings, qui ont fondé des comptoirs le long des fleuves qui permettaient d'aller de la Baltique à la mer Noire, parce qu'ils vendaient leur fourrure, ils descendaient à Constantinople, ils remontaient. Et en fait, les types avaient des dracars, donc qui sont des bateaux à fond avec des tirants d'eau très faibles, et ils passaient d'un fleuve à l'autre en portant leurs dracars, etc. Et c'est comme ça que sont nées les toutes premières cités russes, donc Kiev, donc plein d'autres. Et puis très rapidement, il va y avoir ce qu'on appelle les invasions tataro-mongoles. C'est-à-dire que les Mongols, qui arrivent donc des plaines, des steppes asiatiques, vont occuper tout cet espace jusqu'aux alentours du XVe siècle, à peu près. Et c'est à partir de ce moment-là que la Moscovie, donc créée autour de Moscou, qui est une ville qui a été créée au milieu, au centre de plusieurs autres principautés, pour un peu une sorte de lieu neutre, d'accord, que la Moscovie a commencé à refouler un petit peu les Tatars vers l'Est, d'accord, et vers l'Ouest d'ailleurs les chevaliers teutoniques, qui voulaient les convertir au catholicisme, et que va se constituer donc l'Empire russe progressivement par des entreprises de colonisation jusqu'à toucher l'océan Pacifique et jusqu'à toucher le Japon et à former donc cet immense territoire
que vous connaissez. Voilà. Donc, il y a un lien extrêmement fort à l'Ukraine. D'ailleurs, Ukraine en russe, Ukraina, ça veut dire, le Krai en russe, c'est la limite, c'est la marche de l'Empire, l'Ukraine. D'accord, c'est le pays frontière. Donc, dans cette interprétation-là, l'Ukraine fait partie du pays, puisque c'est la limite occidentale, en fait, hein, du pays. Sauf que, bien évidemment, l'Ukraine a sa propre existence culturelle, linguistique. Il y a une langue ukrainienne, avec une littérature ukrainienne, une histoire ukrainienne, notamment influencée par toute la culture cosaque, ce qu'on appelle la cosaquerie, puisque vous savez qu'à partir du XVIe, XVe siècle, les Cosaques, qui sont en fait des peuples nomades qui vivent donc dans les steppes ukrainiennes, vont se mettre au service du tsar pour lutter contre l'envahisseur ottoman, contre les Turcs. Et les Cosaques avaient leur propre style de gestion démocratique, etc. etc. Et aujourd'hui, l'État ukrainien s'inspire beaucoup de ce souvenir cosaque. Sauf que aujourd'hui, donc avec Maïdan, bien évidemment, de grandes blessures ont été rouvertes. J'ai mis ici un mème qui a pas un mème. Ça, ce sont des trucs qui sont issus des réseaux sociaux russes, où vous avez donc ici deux photos. Donc une montre l'Allemagne en 1939 et l'autre l'Ukraine en 2014, et il est marqué en haut cherche la différence. L'idée étant de dire que les gens qui ont pris le pouvoir à Maïdan sont des nazis. Pourquoi dire ça? Eh bien, tout simplement, d'abord parce que si vous faites la promotion de la nation ukrainienne, ça veut dire que vous êtes contre l'Empire. Et si vous êtes contre l'Empire, ça veut dire que vous faites la promotion de ceux qui veulent le détruire, c'est-à-dire les fascistes. Le fascisme, dans l'imaginaire russe, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'autant plus que l'Ukraine, pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu un rôle très ambigu. Beaucoup d'Ukrainiens ont pris fait et cause pour l'armée allemande, non pas parce qu'ils étaient des nazis convaincus, mais parce que l'Ukraine avait payé un extrêmement lourd tribut au stalinisme, avec des millions de morts, d'une famine organisée de toutes pièces dans les années 30, qu'on appelle l'Holodomor, qui a poussé un certain nombre d'Ukrainiens, lorsque les Allemands sont arrivés, à se battre pour eux, d'accord, contre les Soviétiques. Et quand vous lisez les témoignages de ces gens à l'époque, ils disent, en gros, entre Hitler et Staline, on préférait se battre contre Staline, et ensuite, éventuellement, contre Hitler, mais on préférait, voilà, se battre contre celui qui avait tué des millions des nôtres. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, une situation extrêmement complexe, vous l'avez bien compris, une situation extrêmement anxiogène et chrysogène, avec des interprétations de l'histoire et des interprétations de la mémoire qui sont très différentes, et ça, c'est central. La mémoire et l'histoire, dans les crises géopolitiques, est centrale, bien évidemment, mais elle est d'autant plus centrale dans cette partie du monde où l'histoire est très importante, puisqu'elle est constitutive d'une identité qui ne recoupe aucune frontière tangible, cette identité post-impériale. Et bien évidemment, cette identité impériale ou post-impériale russophone, elle se base également sur la représentation d'une menace occidentale. C'est cette carte, par exemple, russe, qui montre toutes les bases de l'OTAN pour montrer une stratégie d'encerclement qui serait celle de l'OTAN, qui accuserait la Russie, voilà, de vouloir la guerre, alors que, voilà, comprenez qu'ici on est dans une manipulation cartographique qui consiste à faire passer le message que c'est pas les Russes qui veulent la guerre, mais ce sont les Occidentaux. Bon. C'est une représentation géopolitique. Voilà. Je prends juste un petit peu d'eau. Alors venons-en maintenant au cyberespace. Et essayons de lier le cyber à cette crise ukrainienne. Alors, on va déjà commencer par détruire quelques mythes à propos du cyberespace. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos comme celle-ci. Non, ça marche pas. Si. Voilà. Non. Bon, bref. Il est censé y avoir une vidéo, mais bon. Ah, ça marche pas sur l'écran, d'accord. Bon, vous avez ici une capture d'écran d'une vidéo que vous trouvez sur YouTube. D'un système qui, soi-disant, détecte les cyberattaques en temps réel avec des cibles, d'accord, des vecteurs et des origines et des sources.
Voilà. Donc si on regarde cette carte, on a l'impression que c'est la Troisième Guerre mondiale. On a l'impression que tout le monde s'envoie des missiles, on a l'impression que tout est en train d'exploser et qu'on vit absolument une guerre terrible. Voilà, ouais, là, apparemment, il s'est passé un gros truc. Ce genre de représentation de la cyberguerre sont complètement fausses. Elles sont complètement fausses, pourquoi? Parce que il est impossible de déterminer l'origine d'une attaque. Quasiment impossible de déterminer l'origine réelle d'une attaque. Parce que la plupart des cyberattaques qui ont lieu sont faites par des gens qui sont loin d'être des imbéciles, et ces gens qui sont loin d'être des imbéciles masquent leurs traces, masquent leur adresse IP d'origine, d'accord? Et bien évidemment, ce que vous voyez ici, l'origine de l'attaque, ça n'est que l'adresse IP qui a été détectée par le serveur qui s'est fait attaquer. Mais ça ne veut pas dire que cette adresse IP est celle de l'attaquant, puisque l'attaquant, généralement, il va utiliser ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des serveurs intermédiaires entre lui et le serveur qui attaque. Je ne sais pas si certains ici utilisent des serveurs VPN, notamment pour télécharger illégalement, mais si vous le faites, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous mettez un serveur entre vous et votre cible, d'accord, le film que vous voulez télécharger ou je sais pas quoi, pour ne pas, par exemple, faire passer par la Hadopi. C'est exactement le même système. Si j'ai ici une attaque qui part de France pour aller vers les États-Unis, ça ne veut pas forcément dire que c'est un serveur français qui a attaqué. Ça peut être un serveur indien, un serveur russe, un serveur chinois, qui a un proxy en France. Donc cette carte est un non-sens total. Mais ça permet de vendre des antivirus. Voilà, parce que ça c'est une campagne de pub justement pour les antivirus, une boîte qui s'appelle Norse qui dit voilà, vous voyez ce qu'on est capable de faire, on est super fort, etc. Et surtout d'ailleurs que si les origines n'ont pas de sens, les vecteurs n'ont pas de sens non plus, puisqu'une cyberattaque, qu'est-ce que c'est? Ça peut être beaucoup de choses. Une cyberattaque, ça peut être une attaque par déni de service. Ce qu'on appelle une attaque par déni de service, c'est lorsque vous allez mettre hors d'état de fonctionner un serveur en le surchargeant de requêtes. Donc ça, c'est une attaque qui ne fait pas de dégâts, ça va faire redémarrer votre serveur ou ça va le faire bloquer. C'est généralement un type d'attaque qui est utilisé pour nuire à l'image d'un acteur. Par exemple, si je veux faire tomber le site, je ne sais pas moi, du monde.fr, je vais organiser une attaque par déni de service sur le monde.fr. Le monde.fr sera indisponible le temps que durera mon attaque, mais je ne vais pas détruire le site du monde.fr. Une fois que mon attaque est finie, celui-ci va se remettre, enfin il va redémarrer et on va le retrouver. Vous avez des attaques de type voilà, ransomware, par exemple, qui consistent à chiffrer des données pour demander une rançon. Vous avez des attaques qui consistent là à détruire des infrastructures. Enfin bon, bref, il y a énormément de types de cyberattaques qui existent et donc ce genre de cartographie sont bien évidemment des mythes. Et d'ailleurs, on avait fait cette carte il y a quelque temps sur la base des informations déclassifiées par le US Homeland Security, qui est en gros le ministère américain de l'Intérieur, hein, qui avait déclassifié un certain nombre d'adresses IP qui avaient été identifiées comme les adresses IP utilisées par les attaquants russes qui se seraient infiltrés dans les serveurs de la Convention démocrate américaine pour rendre public les mails de Hillary Clinton pendant la campagne de Donald Trump. Bon, beaucoup de démocrates pensent aujourd'hui d'ailleurs que c'est cette cyberattaque-là et la publication des emails de Clinton qui a permis à Trump de gagner. On n'en sait rien, bien évidemment. Mais quand vous regardez l'origine des adresses IP, vous voyez qu'il y en a absolument partout. Ce pas des IP qui viennent essentiellement de Russie, vous en avez qui viennent absolument de partout, ce qui montre bien qu'il est impossible d'utiliser ce genre d'outils pour comprendre vraiment d'où vient une cyberattaque. Pourquoi? Parce que on est dans un espace virtuel et vous pouvez prendre l'apparence de n'importe qui. D'ailleurs, enfin, vous pouvez prendre l'apparence de n'importe qui. Ça, vous pouvez vous faire passer pour n'importe qui dans le cyberespace, d'accord? Aujourd'hui, il y a un fléau qui est celui de l'usurpation d'identité, ou si je récupère votre mot de passe, je ne sais pas, moi, d'Instagram, Facebook ou Snapchat, par exemple, je peux me faire passer pour vous, d'accord? Et il faudra des investigations poussées pour peut-être voir que ce n'est pas vous, mais ça va être très compliqué à prouver de savoir qui est derrière l'ordinateur, d'accord? C'est exactement la même chose pour les cyberattaques. Vu qu'il est impossible, quasiment techniquement, de remonter à la source d'une attaque, alors à ce moment-là, l'attribution, ce qu'on appelle l'attribution d'une cyberattaque, est condamnée à n'être qu'une interprétation d'un faisceau d'indices concordants. C'est-à-dire que quand on identifie un groupe de hackers, comment est-ce qu'on fait pour identifier un groupe de hackers? On regarde le code source de leur malware,
On va comparer avec d'autres codes sources, d'autres malwares, il y a des bibliothèques qui existent, on va croiser, comparer, et puis on va se remarquer au bout d'un moment que, effectivement, il y a certains malwares qui se ressemblent, qui ont été codés de la même manière, qui ont des bouts de code pareils. Pourquoi? Parce que les hackers, comme tout le monde, sont des gens feignants, et que quand ils ont déjà codé un truc une fois, ils ne vont pas le recoder deux fois, donc ils font du copier-coller, tout simplement. D'outils qu'ils ont déjà développés, et on va détecter plusieurs fois par an, par exemple, le même code qui va être dans plusieurs malwares différents, et c'est comme ça que les boîtes en sécurité informatique vont attribuer ça à un groupe X ou Y, par exemple APT28, qui est un nom de code qui a été donné par une boîte américaine à un groupe qu'on pense russe, mais alors comment est-ce qu'on sait qu'il est russe, ce groupe-là? En fait, on n'en sait rien. En fait, on se base effectivement sur des faisceaux d'indices concordants, comme celui-ci, où on va regarder un petit peu les pays cibles de l'attaquant. On se rend compte que les cibles de l'attaquant semblent quand même correspondre un peu à l'agenda géostratégique de la Russie. En tout cas, on se dit que s'il y a une cohérence géopolitique à trouver à tout ça, c'est sans doute pas les Brésiliens qui ont fait le coup, d'accord? Mais on va également avoir des indices comme les plages d'activité du virus. À l'heure de Moscou, le virus n'est actif que pendant les heures de travail donc sur le fuseau horaire de Moscou, sauf les week-ends et jours fériés russes. Bon, après on peut aussi se poser la question de se dire, si les attaquants sont vraiment tordus, ça peut être aussi une fausse piste, puisque les attaquants adorent mettre des fausses pistes dans leur virus, d'accord? Rien n'empêche un type d'avoir programmé un robot qui va faire que ça va être actif à telle plage horaire pour faire croire que c'est un fonctionnaire russe, un militaire par exemple, qui est derrière cette attaque. Ou coder un script sur un clavier cyrillique. Il n'y a pas besoin d'être russe pour coder un script sur un clavier cyrillique. Vous pouvez acheter un clavier cyrillique et coder ici à Mulhouse. Mais si vous envoyez votre code et que vous attaquez quelqu'un, les boîtes de sécurité vont voir que vous avez codé sur un clavier cyrillique et vont donc dire il y a de fortes probabilités pour que ce soit russe. Mais ce ne sont que des probabilités, ce ne sont que des interprétations. D'accord ? On ne peut pas avoir de preuves tangibles, on ne peut pas avoir de preuves effectives de l'identité des attaquants. On peut savoir, on peut identifier des groupes, identifier même des hackers, mais de là à identifier un lien entre ces gens-là et des intérêts gouvernementaux, ça devient extrêmement compliqué. D'accord ? Donc quand les Américains vont accuser les Russes de les avoir attaqués, le problème c'est qu'ils ne fournissent aucune preuve. Alors, ce qu'ils disent, les Américains, généralement, quand on leur demande des preuves, ils disent on ne peut pas vous les fournir, parce que si on vous les fournit, on compromet nos sources. C'est-à-dire des gens qui travaillent pour la CIA, par exemple, sur le territoire russe, qui auraient récupéré des informations permettant d'incriminer les Russes. Mais tant qu'on n'a pas ces preuves, ça devient problématique, puisque ça devient ce qu'on appelle du name and shame. C'est-à-dire, on va dire, ce sont les Russes qui nous ont attaqués, mais on ne fournit aucune preuve. En termes de politique internationale, c'est très compliqué de développer une politique internationale, donc même une stratégie internationale, qui se base sur des déclarations auxquelles on ne peut pas apporter de preuves. D'accord ? Même si, bien évidemment, il y a des éléments, il y a plein d'indices concordants qui permettent effectivement de penser que les Russes y sont pour quelque chose, bien évidemment. Mais on ne sait toujours pas exactement qui, comment, pourquoi. Voilà. Et ça, c'est très problématique. Alors bien évidemment, l'Ukraine, c'est un bon client des cyberattaques russes, hein, ils s'en prennent plein la figure. Vous avez ici les cyberattaques, alors quand je dis cyberattaques attribuées à la Russie, puisque je viens de vous dire qu'on ne peut pas les attribuer, ce sont des déclarations des États, ce sont des déclarations de médias ou d'ONG qui ont dit « c'est les Russes ». Ça ne veut pas dire qu'il y a des preuves, ça veut dire que quelqu'un à un moment a dit « c'est les Russes qui nous ont attaqués ». Alors après, il y a plein de gens qui disent que c'est les Russes qui les ont attaqués. On trouve des trucs. Par exemple, un type au Texas qui a une chaîne de poulet frit, c'est un truc genre KFC, qui s'est fait pirater sa caisse électronique et qui a accusé les Russes. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le palmarès des pays qui sont les plus attaqués, vous avez États-Unis, Ukraine, Allemagne, France, Estonie, alors Russie bien évidemment, parce qu'il y a aussi des hackers russes qui attaquent la Russie. C'est ce qu'on appelle des attaques crapuleuses, ça peut être des attaques sur des systèmes bancaires, des gens qui cherchent à voler de l'argent, ce genre de choses. Mais on voit très bien que l'Ukraine est quand même sur le podium.
Et quand on regarde les attaques qu'a subies l'Ukraine depuis 2014, enfin qu'a subi l'Ukraine en fait, elle les a subies quasiment toutes depuis 2014, vous en avez certaines qui ont été extrêmement importantes. Notamment celle de 2015, décembre 2015, lorsque un virus, un malware, met hors d'état de fonctionner une centrale électrique dans l'ouest de l'Ukraine, à Ivano-Frankivsk. Ce qui va priver d'électricité des centaines de milliers de foyers en plein mois de décembre en Ukraine. Donc vous imaginez bien qu'en plein mois de décembre en Ukraine il fait froid, et que si vous n'avez plus d'électricité, eh ben, il commence à cailler très rapidement dans les appartements. Et cette cyberattaque-là, de décembre 2015, ça a été une première. Parce que c'était la première fois qu'une action informatique avait une incidence concrète sur le réel, des gens qui vivent sur le territoire. Parce que la cyberattaque, par exemple, contre l'Estonie en 2007, elle n'avait rien détruit. Elle avait juste rendu indisponibles les services estoniens pendant 24 heures. Et donc avait ridiculisé les Estoniens. Mais c'est tout. D'accord ? Là, ils ont mis hors d'état de fonctionner une centrale. C'est quand même complètement autre chose. On sait qu'il y a eu des tentatives d'intrusion, notamment sur le système de distribution d'eau dans l'ouest, dans l'est, je ne sais plus dans quelle région de l'Ukraine, pour un malware qui avait pour objectif de changer le taux de chlore qui est mis dans l'eau qui va ensuite dans le robinet. D'accord ? Donc, vous pouvez aujourd'hui, vu que vous avez tout un tas de systèmes qui sont automatisés, si vous arrivez à pénétrer ces systèmes-là, vous pouvez changer la composition chimique de l'eau que vous mettez dans les robinets et vous pouvez empoisonner la population, par exemple. Et il n'y a pas besoin d'être un grand hacker pour faire ce genre de choses, puisque si on regarde l'attaque de Ivano-Frankivsk, c'était une attaque extrêmement basique en fait. D'ailleurs, on pense même qu'il y a eu aussi des actes de sabotage sur la centrale des commandos qui seraient venus pour mettre hors d'état de nuire la centrale, mais hors d'état de fonctionner, mais on n'a aucune preuve. Comment est-ce que ça s'est passé? En gros, cette attaque, le patron de la centrale a reçu un mail émanant de la Rada d'Ukraine. La Rada, c'est l'Assemblée nationale d'Ukraine, émanant de la commission énergie de l'Assemblée nationale ukrainienne. Dans ce mail, qui était intitulé « Les nouveaux tarifs de l'énergie pour 2016 », il y a une pièce jointe. Cette pièce jointe, c'est un tableau Excel dans lequel il y a les nouveaux tarifs de l'électricité. Point barre. Et dans le mail, il met « Bonjour, ici voilà, c'est le comité énergie de la Rada, veuillez trouver 6 juin pour information les nouveaux tarifs d'électricité, tenez-vous, au revoir ». Quand le directeur de la centrale, ou son secrétaire, je ne sais pas qui, a ouvert le fichier Excel, ça a appelé ce qu'on appelle une macro. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une macro. C'est quelque chose qui est très utilisé en bureautique. C'est pour automatiser des tâches répétitives sur Word ou Excel. Quand vous n'avez pas envie, par exemple, de toujours mettre en gras ce qui est dans telle colonne, vous allez faire une petite macro. C'est une ligne de code que vous allez rentrer pour automatiser des tâches. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vraiment. Même si vous n'avez aucune notion en informatique, c'est très très simple à faire. Et ça peut faciliter la vie quand vous écrirez des mémoires, par exemple. Sauf que cette macro, elle n'était pas là pour automatiser une tâche, elle était là pour appeler ce qu'on appelle une charge utile, qui a téléchargé un malware sur un ordinateur de la centrale, et là, patatras, ça a commencé à mettre hors d'état de fonctionner la centrale. Mais à la base, c'est un fichier Excel avec une macro. C'est quelque chose de rudimentaire au possible. D'accord ? Et il y a des systèmes qui sont tellement peu protégés que même vous pouvez rentrer dedans. Par exemple, si vous allez traîner sur un site qui s'appelle Shodan, Shodan, c'est un site qui répertorie on va dire, les adresses IP et les serveurs qui sont mal protégés. Vous avez aujourd'hui des millions et des millions d'objets connectés, des webcams, ce que vous voulez, qui sont protégés par des trucs type admin, password. Il y en a des millions, il y en a des millions. Et vous avez des robots qui scannent Internet en temps réel et qui vont vous faire des listes de toutes les adresses IP sur lesquelles vous pouvez rentrer en rentrant juste admin, password. C'est-à-dire que les gens n'ont pas changé leur mot de passe. Moi, j'avais fait l'essai avec des étudiants. C'est assez terrifiant parce qu'on avait réussi à prendre le contrôle d'une centrale éolienne, par exemple. Il y avait également, on avait réussi à rentrer dans le système d'un crématorium, mais juste en rentrant admin password. C'est juste parce que les gens ne l'ont pas protégé, c'est tout. On avait réussi à rentrer sur des webcams chez des gens, ça c'est quand même plus problématique, mais parce que ces gens-là n'avaient pas changé le mot de passe. Ils n'avaient pas changé et ils étaient juste sur le mot de passe qui leur avait été fourni par le fabricant de la webcam quand ils l'ont installé chez eux, c'est tout. Donc, en termes de cybersécurité,
Je dirais que la vigilance est ce que les Américains appellent la digital literacy, c'est-à-dire le lettrisme, le literacy, comment on traduit, l'hygiène numérique, on va dire, c'est déjà 80% de toute la protection. Si vous arrivez à faire comprendre, par exemple, à votre administration qu'il ne faut pas cliquer sur les liens, sur les mails qui viennent de gens qu'on ne connaît pas, déjà, vous avez déjà gagné une grosse partie de la bataille. Et c'est notamment ce que fait l'ANSSI aujourd'hui en France. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, qui sensibilise par exemple les fonctionnaires voilà, à ne pas cliquer sur des mails qui proviennent de nulle part, ce qu'on appelle les opérations de phishing par exemple, d'ingénierie sociale, c'est-à-dire que vous recevez un mail dont l'objectif est justement de vous faire cliquer sur un lien, pour que ensuite ça télécharge quelque chose et que ça mette soit le bazar dans votre ordinateur, soit dans votre réseau, dans votre système, ça met hors d'état de fonctionner le système ou quoi que ce soit. Et ces opérations de phishing, d'ingénierie sociale, ce sont des opérations d'abord psychologiques, parce qu'il s'agit de vous amener à cliquer sur le lien. Il ne s'agit pas de quelque chose de virtuosité technique. Il s'agit juste de vous faire cliquer sur le lien. Et ça, c'est de la manipulation psychologique, tout simplement. Et vous avez tous ici, je suis sûr, reçu des phishing sur vos adresses mail, et vous ne cliquez pas dessus. Enfin, j'ose espérer. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes de cyberattaque, l'incompétence des défenseurs est souvent quelque chose qui permet déjà d'expliquer beaucoup ce qui s'est passé. Bon, là vous avez, voilà, ça c'était la région qui avait été touchée par la panne de la centrale. Il y a eu également une autre cyberattaque très très importante en Ukraine, qui était le ransomware NotPetya. Vous en avez entendu parler sans doute, puisqu'il il a fait des ravages l'an dernier. C'est un ransomware, donc un système qui était destiné à crypter les données, d'accord ? Et pour les décrypter, bien évidemment, il fallait donner une rançon. D'où le nom ransomware, qu'on traduirait en français par rançongiciel. Ce rançongiciel, donc, NotPetya, a été détecté pour la première fois en Ukraine. Il aurait utilisé le système de mise à jour d'un logiciel de comptabilité utilisé par énormément d'entreprises ukrainiennes. Et donc toutes les entreprises qui utilisaient ce logiciel ont téléchargé donc la mise à jour, mais la mise à jour étant vérolée, elles ont aussi téléchargé leur rançongiciel. Et ensuite, ce rançongiciel s'est propagé sur l'Internet mondial, jusque d'ailleurs dans des entreprises françaises. Renault on a beaucoup pâti, puisqu'ils ont perdu énormément de données. Et il semblerait d'ailleurs que NotPetya n'était pas un rançongiciel classique, c'est-à-dire un rançongiciel fait par des gens qui veulent effectivement toucher une rançon, mais semble avoir été une arme de destruction de données sous couvert de rançongiciel, puisque des gens ont essayé de payer pour retrouver leurs données, mais personne n'a encaissé l'argent. Donc, beaucoup se tournent vers la Russie pour ce qui est des soupçons de ce rançongiciel, qui a également visé la Russie aussi, puisqu'en se propageant sur le net, il n'évite pas la Russie, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière. Voilà. Bien. Alors, j'ai encore combien de temps là 20 minutes? Allez, une vingtaine de minutes. Bon. Alors, maintenant, venons-en à quelques considérations un petit peu plus précises sur qu'est-ce que le cyberespace. Le cyberespace, généralement, nous avons tendance, nous, chercheurs qui travaillons sur ces questions-là, je ne vais pas rentrer dans les considérations sur ce qu'on appelle, sur les limites du terme de cyberespace, c'est un débat qui est très actuel dans la recherche, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Disons que ce qu'on appelle cyberespace, déjà c'est l'ensemble des réseaux numériques d'échange de données, d'accord, qui permettent de communiquer, d'échanger via des terminaux des données qui se résolvent, qui se réduisent à des impulsions électriques 0,1 si vraiment vous les placez, si vraiment vous voulez aller au plus bas niveau. Ces réseaux, pour fonctionner, ont besoin de plusieurs choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va généralement considérer le cyberespace comme une superposition de couches, d'accord, qui vont nous permettre de placer des cadres intellectuels pour ensuite analyser sur chacune des couches les rivalités géopolitiques qui peuvent survenir.
La première couche du cyberespace, c'est bien évidemment la couche physique. La couche physique, c'est les câbles, les ordinateurs, bref, tout ce que vous pouvez toucher, qui existe dans l'espace physique et qui permet au réseau de fonctionner. D'accord ? Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Enfin, si vous n'avez pas d'ordinateur, de smartphone ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas aller sur Internet. S'il n'y a pas de routeur ou de Wi-Fi, vous ne pouvez pas aller sur Internet. S'il n'y a pas de câble, vous ne pouvez pas aller sur Internet, etc., etc. Donc on a besoin de cette couche physique pour que ça fonctionne. La deuxième couche, qui est moins connue, donc la première est assez évidente, la deuxième est un peu moins, et assez moins connue, et il se passe beaucoup de choses sur cette couche, c'est ce qu'on appelle la couche des protocoles. La couche des protocoles, c'est celle du routage des réseaux, du routage des données. C'est exactement comme pour imaginer un réseau de chemin de fer. Vous avez vos lignes de chemin de fer, vous avez vos trains, mais c'est pas pour autant que votre réseau il va fonctionner. Parce que si vous avez des lignes et des trains mais que vous n'avez pas de politique d'aiguillage, bah, vos trains vont se rentrer dedans, il va y avoir des embouteillages, et votre réseau va être saturé et ne va pas fonctionner. Donc il faut un aiguilleur de chemin de fer pour dire ça passe pas, etc. Une politique de routage. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Dans le cyberespace, c'est exactement la même chose. Vous avez des politiques de routage qui permettent aux données de circuler sur le réseau. Et ces politiques de routage sont aujourd'hui l'objet de beaucoup de cyberattaques, ce qu'on appelle des cyberattaques de bas niveau. Je vais vous montrer quelques exemples juste après. Mais c'est une couche éminemment importante. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la couche des plateformes. La couche des plateformes d'intermédiation, c'est sur cette couche qu'on va trouver les services qui vous permettent de communiquer via les réseaux numériques. Clients mail, réseaux sociaux, etc. etc. C'est la couche des services qui vous permettent d'interagir entre vous, qui sont un intermédiaire entre vous et le réseau. D'où la notion de plateforme d'intermédiation. Et là aussi, on va voir qu'en Ukraine, il y a un certain nombre d'enjeux là-dessus, puisque la Russie a ses propres plateformes d'intermédiation, ses propres GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. La Russie a ses propres GAFA. Par exemple, il y a un Google russe qui s'appelle Yandex, il y a un Facebook russe qui s'appelle VK, Vkontakte, il y a un... etc., etc., qui sont d'ailleurs pas des clones de mauvaises copies, qui sont généralement des services extrêmement efficaces et qui gardent le monopole en Russie. Google essaye, par exemple, de mettre fin au monopole de Yandex, mais ils n'y arrivent pas, parce que Yandex est très 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 implanté sur le territoire, pour plein de raisons. Donc il y a aussi des enjeux géopolitiques sur cette couche-là. Et puis il y a la dernière couche, qui est celle qu'on appelle la couche des producteurs de contenu, d'accord, qui est celle, par exemple, des médias sociaux, de vous, quand vous postez une photo sur un réseau social, vous êtes un producteur de contenu. Et si vous faites le buzz, par exemple, eh bien, vous êtes un producteur de contenu et vous avez un effet sur le réseau et sur la manière dont le contenu va se propager sur le réseau. Mais pour que ce contenu se propage, il faut que toutes les couches avant fonctionnent. S'il n'y a pas d'infrastructure, ne peut pas envoyer votre photo. S'il n'y a pas de politique de routage, ne peut pas envoyer votre photo. Et si vous n'avez pas de service sur lequel envoyer votre photo, ben, vous ne pouvez pas envoyer votre photo. D'accord ? S'il n'y a pas de réseaux sociaux, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer votre photo sur un réseau social puisqu'il ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je vais rapidement passer sur les enjeux géopolitiques sur chacune de ces couches. Par rapport à la crise, par rapport à la situation ukrainienne. Alors, je passe extrêmement rapidement sur la couche physique parce que c'est pas la plus intéressante dans le cas de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est traversé par beaucoup de câbles, comme vous pouvez le voir, là c'est juste les grandes dorsales fibre optique, et qui dispose sur son territoire de 4 IXP, donc Internet Exchange Points, qui sont des nœuds du réseau très importants, puisque c'est là que vont se faire justement les politiques de routage. Si vous détruisez ou que vous mettez hors d'état de fonctionner ces 4, j'enlève bien évidemment celui de Simferopol, puisque Simferopol est aujourd'hui situé de facto en territoire russe, d'accord ? Si je mets hors d'état de fonctionner ces 4 Internet Exchange Points, je vais complètement désorganiser le réseau ukrainien qui ne pourra plus fonctionner. Je vais vous expliquer comment concrètement dans 2 minutes. Voilà, même tout de suite. Le réseau Internet est ce qu'on appelle un réseau de réseaux. Internet, Internetwork. Les sous-réseaux qui composent l'Internet, c'est ce qu'on appelle des systèmes autonomes. Il y en a des milliers, d'accord ? Un système autonome, c'est typiquement un fournisseur d'accès Internet. Donc SFR, par exemple, est un système autonome. Bouygues est un système autonome. Renater, c'est-à-dire le service public qui fournit Internet aux universités françaises,
est un système autonome, etc. etc. D'accord ? Les systèmes autonomes, si vous voulez, c'est des réseaux d'ordinateurs d'une taille importante qui ont leur propre politique de routage en interne. Il y a un administrateur réseau, etc. etc. Et Internet, eh bien, c'est un réseau composé de tous ces systèmes autonomes. Et ces systèmes autonomes, ils sont liés entre eux par ce qu'on appelle des accords BGP. C'est un peu technique, mais vous allez voir que ce n'est pas si technique que ça. Ce qu'on appelle un accord BGP, Border Gateway Protocol, c'est l'accord qui va permettre à deux systèmes autonomes d'échanger des données. Par exemple, si j'envoie un mail, ou j'envoie une donnée depuis Mulhouse jusqu'à Moscou, par exemple, ma donnée, elle ne va pas faire Mulhouse-Moscou. Elle va passer par un certain nombre de serveurs, d'accord, jusqu'à arriver à Moscou. Et on va la voir, comme ça, voyager. Ça se passe en quelques millisecondes, d'accord? Mais vous pouvez très très bien imaginer le voyage de la donnée, par exemple en faisant, c'est très simple, sur votre ordinateur, ce qu'on appelle une commande traceroute. Vous allez dans votre invite de commande, vous faites trace-RT, traceroute, et par exemple avec la cible, ici la cible c'est vk.com, vk.com c'est le réseau social russe, d'accord? Et je peux suivre ma donnée entre chez moi et VK. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les textes, mais enfin bon, c'est pas grave. Et en gros, ça c'est tous les serveurs sur lesquels ma donnée va me dire je suis là, je suis là, je suis là, jusqu'à arriver à destination. Et la route que va emprunter ma donnée, elle n'est pas du tout due au hasard. Elle est due justement aux accords BGP qui sont signés entre les systèmes autonomes. Or, ces accords qui sont signés entre systèmes autonomes ne sont pas des accords qui sont signés entre des machines, ce sont des accords qui sont signés entre des humains, entre des acteurs économiques rationnels, et souvent, d'ailleurs, pour des considérations politiques. Ici, dans ce cas-là, j'ai envoyé un paquet de données vers vk.com, mais il n'y a pas d'accord BGP entre mon fournisseur d'accès Internet, Bouygues en l'occurrence, et vk.com. En fait, ma donnée, elle est passée par plein de systèmes autonomes intermédiaires, un petit peu comme sur ce graphique que je vous ai montré. Typiquement, elle a fait donc Bouygues, système autonome Bouygues, elle s'est retrouvée à Francfort dans un pôle d'échange de données qui est le Deutsche, je ne sais plus trop quoi, qui est un autre système autonome qui a pris en charge ma donnée, qui l'a ensuite convoyée vers un autre système autonome en Russie jusqu'à arriver à destination. Et c'est comme ça que fonctionne l'Internet aujourd'hui. Quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez quoi que ce soit, vos données elles vont voyager comme ça. D'accord ? Ce qui fait que si ces accords BGP sont le résultat de négociations économiques et politiques, alors on peut postuler que la forme même de l'Internet, en tout cas entre les systèmes autonomes, la forme même de l'Internet a une signification politique. Et voici à quoi ressemble l'Internet aujourd'hui. Chaque point de ce graphique est un système autonome. Il y en a beaucoup. D'accord ? Et donc en gris, vous avez les systèmes autonomes de tous les pays du monde, voilà, sauf donc le violet, ce sont les systèmes autonomes américains, d'accord. Le noir, je crois que c'est les systèmes autonomes brésiliens. Le orange, je ne sais plus. En bleu, vous avez la Russie, et en rouge, vous avez l'Ukraine. D'accord ? Donc il y a des logiques territoriales. D'accord ? On reconnaît ici les pays, alors bien évidemment, ils n'ont pas la forme géographique, mais on voit que les systèmes autonomes sont reliés entre eux, d'abord selon des logiques politiques et territoriales. Et il y a des choses intéressantes à regarder dans ce graphique sur la crise ukrainienne, par exemple. Vous pouvez voir ici, donc vous avez la masse bleue et la masse rouge qui sont très interconnectés, puisque historiquement les réseaux ukrainiens et russes sont très interconnectés, ce qui pose un problème de sécurité nationale à l'Ukraine aujourd'hui, puisque beaucoup de données qui arrivent en Ukraine passent par la Russie. Ce qui pose un problème, parce que si votre donnée elle passe par la Russie, ça veut dire que la Russie peut vous couper Internet, enfin peut faire en sorte que la donnée n'arrive pas, peut regarder les données qui passent, ou peut carrément les modifier pour mettre des virus dedans. C'est des choses qui se font. Donc c'est un vrai problème. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu dans la cyberguerre, mais qui est quelque chose d'extrêmement important et beaucoup plus que certains trucs qui sont très médiatisés, mais qui au fond sont juste du spectacle géopolitique, on va dire. Ça, on est vraiment dans une question géostratégique centrale. Et si vous regardez là, vous avez en haut une sorte de petite excroissance rouge et bleu qui part vers le haut. Et bien ça, c'est la Crimée. C'est la Crimée qui est aujourd'hui reliée au reste du monde par simplement quelques accords BGP. Pourquoi ?
Parce que quand les Russes sont arrivés en Crimée en 2014, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les câbles qui reliaient la Crimée à l'Ukraine, ils ont coupé Internet. Ils ont été investir militairement l'Internet Exchange Point de Simferopol, ils ont débranché physiquement les câbles pour les rebrancher sur d'autres serveurs, pour rerouter la donnée afin qu'elle ne passe plus par l'Ukraine, mais qu'elle passe directement, alors dans un premier temps par satellite, et qu'elle retombe en Russie. Puis maintenant qu'il y a un pont qui relie la Russie continentale à la presqu'île criméenne, les données passent par un câble qui est construit dans le pont. Voilà. Donc on peut voir des choses extrêmement intéressantes sur ce genre de carte. D'ailleurs, vous avez l'excroissance que vous voyez grise, là, comme ça c'est le réseau iranien. Ça veut dire également qu'il y a très très peu de portes d'entrée et de sortie à l'Internet iranien. Il y a uniquement 2 ou 3 portes. 2 ou 3 accords BGP qui relient les systèmes autonomes iraniens au reste du monde. On peut bien évidemment se dire que ces 3 portes sont étroitement surveillées. Voilà. Alors je vais passer, parce que j'avais prévu beaucoup de choses. Non, ça c'est pas la peine. Oui, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, on peut faire tout un tas de mesures que nous faisons d'ailleurs dans notre laboratoire pour essayer de comprendre en quoi est-ce que toutes ces histoires extrêmement techniques peuvent avoir un lien sur les rapports de force, sur les rapports de rivalité, bref, pour comprendre les crises géopolitiques. Et on utilise par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, ce qu'on appelle le réseau Atlas, qui est un réseau de sondes qui est administré par le RIPE, qui est un organisme européen de gestion des noms de domaine. Bref, c'est un peu une sorte de réseau des sondes météo du web. Ça vous donne un peu la météo en temps réel d'Internet, c'est-à-dire la vitesse de connexion, la bande passante, etc. C'est des sondes qui sont utilisées notamment par les administrateurs réseau pour mesurer la rapidité d'accès de leurs services depuis tel ou tel endroit du globe. Et nous, on s'est dit, on va utiliser ces sondes pour aller pinguer, pour aller donc toquer à la porte de serveurs en Géorgie et en Azerbaïdjan. Et on s'est rendu compte que quand on va toquer à la porte de serveurs géorgiens ou azéris depuis toutes ces sondes, d'accord, depuis toutes ces sondes-là, eh bien, la vitesse à laquelle on va toquer à la porte n'est pas du tout la même suivant où se situe la sonde. Et typiquement ici, donc plus c'est vert, plus la latence, c'est-à-dire le temps que met la donnée à faire point A, point B, plus c'est vert, plus c'est court. Donc moins il y a d'accords, moins il y a d'intermédiaires, et plus donc le réseau est relié à la Géorgie ou à l'Azerbaïdjan. Et donc ici, typiquement, on peut lire des sortes de zones d'influence qui permettent de comprendre que, par exemple, l'Azerbaïdjan est étroitement connecté au réseau russe. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Géorgie, puisque vous voyez que la Géorgie, les vitesses moyennes de connexion sont très rapides vers l'ouest. Pourquoi? Parce que depuis 2008, et depuis la guerre qui a suivi l'invasion russe de l'Ossétie du Sud, la Géorgie a dénoncé tous ses accords avec la Russie, a tiré un câble au fond de la mer Noire qui relie la Géorgie à la Bulgarie et qui ensuite lui permet de se reconnecter à l'Europe. Et on le voit quasiment, le câble là, d'accord? Alors bien évidemment c'est un danger, puisque si demain il y a une nouvelle guerre entre les Russes et les Géorgiens, vous pouvez être sûr qu'une des premières choses que feront les Russes, c'est de couper ce câble, d'accord? Et donc de couper l'Internet à la Géorgie, puisque tout l'Internet géorgien passe par ce câble. Il y a d'ailleurs des anecdotes assez marrantes, puisqu'il y a quelques années, une vieille dame cherchait du cuivre dans le sol, justement en Géorgie, pour le vendre, parce que le cuivre ça coûte cher. Elle tombe sur un câble enfoui dans la terre, qu'elle décide de couper pour aller le revendre. Manque de peau, c'était de la fibre optique, il n'y a pas de cuivre dans la fibre optique, elle n'a pas dû en tirer grand-chose, mais en coupant ce câble avec sa pelle, elle a coupé Internet à toute l'Arménie pendant 24 heures. Voilà. Donc, il y a des effets de résilience comme ça, il y a des effets où l'infrastructure peut être extrêmement importante. Et d'ailleurs, on a essayé de faire la même mesure sur l'Ukraine, de mesurer les zones de latence optimale, et on se rend compte que l'on se situe à l'est ou à l'ouest de la ligne de front du Donbass, les données ne voyagent pas du tout de la même manière. Par exemple, vous avez ici, on est allé faire des mesures à Dnipropetrovsk, donc qui est sous contrôle du gouvernement ukrainien, et à Donetsk, qui est donc la capitale de la République populaire de Donetsk, autoproclamée, donc sous contrôle séparatiste. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les données quand on va toquer à la porte d'un serveur ukrainien à Dnipropetrovsk, la zone optimale de latence va être plus vers l'ouest. Ce qui veut dire que
Dnipropetrovsk est connecté au reste du monde plus vers l'ouest que ne l'est Donetsk, qui est connecté plus vers l'est, ce qui laisse penser qu'aujourd'hui, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk sont connectées à Internet via la Russie. Ce qui est tout à fait normal, d'accord? Puisque quand vous contrôlez aujourd'hui un territoire, vous essayez de contrôler ses réseaux également, puisque les réseaux sont devenus une partie importante des stratégies de contrôle du territoire. J'ai presque fini. Donc ça, c'était pour les couches des protocoles. Maintenant, venons-en à la couche des producteurs de contenu. Pas des producteurs de contenu, pardon, des plateformes d'intermédiation. Vous avez ici une carte qui montre les réseaux sociaux les plus populaires dans le monde en janvier 2018. Alors, il y a une domination totale de Facebook dans un certain nombre de pays, comme vous pouvez le voir, hein, le bleu est en grande majorité, mais vous avez quelques zones qui échappent à la domination de Facebook. Je mets de côté le cas de l'Iran, qui est un peu particulier, où la popularité d'Instagram s'explique par la censure, etc. Je mets également de côté la Chine, qui a ses propres plateformes parce que Facebook, Google sont bloqués ou très bridés en Chine. Et je vais me concentrer donc sur l'espace post-soviétique, justement, que l'on reconnaît très très bien ici, puisque les réseaux sociaux les plus utilisés, donc en Russie et dans un certain nombre de pays, c'est VK, donc Vkontakte, ou alors un autre réseau russe qui s'appelle Odnoklassniki, qui est très populaire en Asie centrale, et qui est un petit peu une sorte d'équivalent russe de copain d'avant, si vous voulez, mais un copain d'avant qui aurait réussi, vous voyez, qui aurait marché. Ces deux réseaux donc sont russes. Le fait que dans ces pays-là on utilise plus ces réseaux-là que Facebook s'explique par plein de considérations historiques, etc. Les Russes ont accès à Facebook. Ils n'utilisent pas VK par défaut, ils utilisent VK par choix. Pourquoi? Parce que ce sont des réseaux qui sont là depuis longtemps, qui se sont enracinés dans les habitudes des russophones, si bien que dans certains pays même, par exemple, je reprends le cas de l'Estonie, utiliser les outils russes, comme Yandex, VK ou d'autres, vous avez ici les grands géants de l'internet russe, donc VK, Yandex, Mail.ru, Odnoklassniki, il y en a plein d'autres, utiliser ces géants plutôt que ceux fournis par les Américains, c'est quasiment un acte politique qui marque un petit peu votre appartenance à une communauté, puisque si vous utilisez Yandex, ça veut dire que vous parlez russe. Pendant très longtemps, l'algorithme de Google ne comprenait pas les déclinaisons en russe, ce qui était un problème, puisque le russe est une langue à déclinaison, d'accord? Et que si l'algorithme de Google ne comprend pas les déclinaisons, si vous tapez une phrase dans Google, Google ne va comprendre que des mots isolés les uns par rapport aux autres et ne va pas comprendre le sens global de la phrase. Maintenant c'est fini, maintenant Google comprend les déclinaisons en russe, mais pendant très longtemps ça n'a pas été le cas, ce qui s'explique par un certain désintérêt pendant longtemps des GAFA pour la Russie, qui était jugée, qui était considérée comme un pays peu sûr, peu stable, ou voilà, c'était pas un bon pays pour faire du business, et donc une offre locale s'est développée, d'accord? Et aujourd'hui ça pose des problèmes, puisqu'il est bien évident que si les Américains, si on sait que les Américains font de la surveillance massive de l'Internet depuis l'affaire Snowden, depuis 2013-2014, si on sait que la NSA aspire des données de Facebook, Gmail, etc. pour mener ses enquêtes, on peut très très bien imaginer que les Russes font pareil avec leur propre plateforme, d'accord? Et d'ailleurs ils le font, puisqu'il y a une loi qui est parue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la loi Yarova en Russie, qui oblige les plateformes russes à entretenir ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire des portes dérobées que les services de renseignement russes peuvent utiliser dans le cadre d'enquêtes antiterroristes. Or, en Russie, la notion de terrorisme est extrêmement floue. Et l'instruction, donc le parquet, peut être saisi d'une enquête antiterroriste très très facilement, surtout quand on sait que le comité d'enquête, qui est l'organe suprême des juges d'instruction russes, est nommé par le président de la fédération, Vladimir Poutine lui-même. Donc, bon, après ça c'est une question d'indépendance de la justice, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, les Russes regardent les données des utilisateurs de ces réseaux-là, et on peut se dire que dans le contexte de la crise ukrainienne, c'est un problème, puisque VK, Yandex, etc. sont
extrêmement populaire en Ukraine, d'accord? Et que forcément, les données des Ukrainiens sont stockées sur des serveurs russes auxquels les renseignements russes ont accès. C'est pourquoi, il y a 1 an maintenant, à peu près, ou 1 an et demi, le président ukrainien Petro Poroshenko a interdit, a bloqué les plateformes russes sur le territoire ukrainien. La raison principale qui était invoquée par le président était de dire « Nous avons aujourd'hui une opération, ce que les Ukrainiens appellent une opération antiterroriste en cours dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire une guerre contre les séparatistes. Nos soldats sur le front utilisent VK, utilisent Yandex, ils se prennent en selfie, enfin bon bref, voilà, vous faites aussi. Mais quand ils font ça, ils fournissent des renseignements à l'ennemi. Et oui, puisque s'ils se prennent en selfie entre copains pendant une permission sur un réseau russe et que bien évidemment ces données sont stockées en Russie, les Russes ont accès à absolument toutes les informations de géolocalisation, etc., qui peuvent permettre ensuite de reconstituer les mouvements d'une unité, les mouvements d'un bataillon, et donc de faire du renseignement, d'accord, du renseignement militaire, d'origine cyber. Ce blocage donc a été légitimé par une idée d'une histoire de sécurité nationale. Bien évidemment, en janvier 2018, vous voyez que l'Ukraine est toujours dans la zone VKontakte. Pourquoi? Parce que la plupart des Ukrainiens n'ont pas changé leurs habitudes et parce que la plupart des Ukrainiens ont appris à se servir d'un client VPN, d'accord, c'est-à-dire d'un serveur intermédiaire entre eux et le site en question qui va les faire passer pour des utilisateurs hors de l'Ukraine. Et donc ils vont contourner la censure comme cela, et VK reste bien évidemment tout à fait utilisé en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Alors je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais continuer très longtemps, mais je pense qu'il est temps que je m'arrête, et je préfère peut-être répondre à vos questions, ça sera peut-être plus vivant. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.